Mon mari m'a envoyé un texto. Je viens d'hériter de millions. Fais tes valises et sors de chez moi. Quand je suis rentrée à la maison, les papiers du divorce étaient déjà sur la table. Je les ai signés calmement. Bonne chance. Mais tu as oublié ça. Bonjour, chers auditeurs. C'est de nouveau Clara. Je suis heureuse que vous soyez là avec moi. S'il vous plaît, aimez cette vidéo, écoutez mon histoire jusqu'au bout et dites-moi de quelle ville vous m'écoutez. Ainsi, je pourrai voir jusqu'où mon histoire a voyagé. Je n'aurais jamais imaginé que 42 ans de mariage pouvaient se terminer par un simple texto. Mais il était là, brillant sur l'écran de mon téléphone, à 15 heures, alors que je pliais le linge dans notre chambre. Je viens d'hériter de millions. Fais tes valises et sors de chez moi. Mes mains se sont figées en plein pliage, tenant une des chemises de Robert. Les mêmes chemises que je lavais depuis plus de 4 décennies. Le même homme qui avait promis de m'aimer dans la maladie, comme dans la santé, pour le meilleur et pour le pire. Apparemment, le meilleur avait des termes et conditions différents. Laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Marguerite Dubois, mais tout le monde m'appelle Maggie. J'ai 67 ans et jusqu'à ce texto, je pensais savoir exactement qui j'étais. Une institutrice à la retraite, grand-mère de 3 enfants et l'épouse de Robert Dubois, un cadre moyen dans une compagnie d'assurance qui avait passé toute sa carrière dans la même entreprise. Nous vivions dans une modeste maison de 3 chambres dans la banlieue de Lyon. Rien d'extraordinaire, mais c'était à nous. Du moins, c'est ce que je pensais. Les 6 derniers mois avaient été étranges, je l'admets maintenant. Robert était devenu distant distrait. Il avait commencé à aller à la salle de sport, chose qu'il n'avait jamais faite de toutes nos années ensemble. Un nouveau parfum était apparu dans la salle de bain. Il avait protégé son téléphone par un mot de passe. Des signes classiques probablement, mais je lui avais fait confiance. J'avais confiance en nous. Puis est venue la nouvelle de son oncle Laurent. J'avais rencontré Laurent exactement 2 fois en 42 ans. C'était le frère du père de Robert, un homme riche et excentrique, qui avait fait fortune dans les investissements technologiques au début des années 2000 et ne s'était jamais marié. Quand Robert a reçu l'appel annonçant la mort de Laurent, il semblait excité. Pas triste, excité. Oncle Laurent m'a tout laissé, avait-il dit ce soir-là, arpentant notre salon. Tout Maggie, toute sa succession. On parle de millions, plusieurs millions. Je me souviens m'être sentie heureuse pour nous, pour notre avenir. Peut-être pourrions-nous enfin faire ce voyage en Italie. Peut-être aider notre fille Jessica avec son prêt immobilier. Peut-être mettre en place de meilleurs fonds d'études pour les petits-enfants. Mais les yeux de Robert avaient cette lueur froide que je n'avais jamais vue auparavant. Ça change tout, avait-il dit. Et la façon dont il avait dit tout m'avait tordu l'estomac. Les avocats s'occupaient de la succession, m'a-t-il dit. Cela prendrait quelques semaines. Pendant ces semaines, Robert s'est transformé en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Il a acheté des costumes chers, a commencé à parler de nouveaux départs. Il rentrait tard sentant un parfum qui n'était pas le mien. Je n'étais pas stupide. Je savais ce qui se passait. Mais je suppose que j'étais dans le déni, espérant me tromper. Espérant que l'homme avec qui j'avais construit une vie ne jetterait pas tout en l'air. Puis est arrivé ce texto suivi d'un autre. Les papiers du divorce sont sur la table de la cuisine. Signe-les. C'est mon héritage, mon argent, ma maison. Tu n'as contribué à rien.
contribué à rien. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Rien. J'avais travaillé à plein temps comme enseignante pendant qu'il faisait son école de commerce. J'avais élevé nos enfants pendant qu'il construisait sa carrière. J'avais géré chaque dépense du ménage, chaque crise médicale, chaque urgence familiale. J'avais été là pendant la mort de son père, la démence de sa mère, ses pertes d'emploi et ses promotions. Rien. Mes mains tremblaient en descendant à la cuisine. Les papiers du divorce étaient bien là, étalés sur la table, où nous avions partagé des milliers de repas. L'encre était fraîche. Il avait déjà signé son nom avec une fioriture. J'ai entendu sa voiture se garer dans l'allée. La porte s'est ouverte. Robert est entré, mais il n'était pas seul. Une femme le suivait jeune, peut-être 35 ans, portant des vêtements de marque et un sourire suffisant qui me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Oh bien, tu es encore là, a dit Robert, sa voix dégoulinant d'une fausse politesse. Maggie, voici Vanessa. Vanessa, voici. Eh bien, bientôt, mon ex-femme. Le sourire de Vanessa s'est élargi. Elle a même eu l'audace de me faire un petit signe de la main. Signe les papiers, Maggie, a dit Robert en desserrant sa cravate. Faisons ça simplement. Tu peux prendre tes affaires personnelles. Je me sens généreux. Je te donnerai même 10 000 € pour t'aider à t'installer ailleurs. Mais cette maison, cette vie, cet argent, c'est à moi maintenant. Je l'ai regardé, vraiment regardé, et j'ai souri. Parce que Robert, dans sa cupidité et son arrogance, avait oublié quelque chose, un détail crucial, qui allait lui coûter tout. Bien sûr, ai-je dit calmement en prenant le stylo. Je vais signer. Ses sourcils se sont haussés de surprise. Il s'attendait à des larmes, des supplications, un drame. J'ai signé mon nom sur chaque ligne indiquée. Propre, précis. La même signature que j'avais utilisée pour signer notre certificat de mariage 42 ans plus tôt. Je te souhaite bonne chance, ai-je dit, en faisant glisser les papiers sur la table. Mais Robert, tu as oublié quelque chose d'important. Il m'écoutait à peine, se tournant déjà vers Vanessa avec un sourire triomphant. J'ai pris mon sac à main et me suis dirigée vers la porte. Mais avant de partir, je me suis retournée une dernière fois. Tu as oublié que cette maison, elle est à mon nom uniquement au mien, et ce, depuis 23 ans. L'expression sur le visage de Robert alors que je sortais valait presque 42 ans de mariage. Presque. J'ai conduit jusqu'à la maison de ma fille Jessica, dans un état second, mes mains agrippant le volant si fort que mes jointures sont devenues blanches. Le soleil de fin d'après-midi brillait à travers le pare-brise, mais j'avais froid, si froid. Jessica n'a eu qu'à me voir sur son paillasson pour me faire entrer. Maman, qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que tu as vu un fantôme. Je lui ai tout raconté l'héritage, le texto, Vanessa les papiers, du divorce. Le visage de Jessica est passé de l'inquiétude à la fureur en environ 30 secondes. Ce fils de... Elle s'est reprise en jetant un coup d'œil vers le salon où mon petit-fils Tyler jouait aux jeux vidéo. Maman, tu ne peux pas le laisser faire ça. Tu ne peux pas te laisser faire. Ce n'est pas mon intention, ai-je dit doucement. Cette nuit-là, allongée dans la chambre d'amis de Jessica, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit tournait à plein régime, calculant ce souvenant. Qu'est-ce que j'avais vraiment? Qu'avais-je perdu? Que pouvais-je encore protéger? La maison était à moi. C'était vrai. Il y a 23 ans, lorsque la mère de Robert avait été diagnostiquée avec la démence,
Nous avions transféré la maison uniquement à mon nom pour la protéger des créances potentielles des maisons de retraite contre les actifs familiaux. Robert avait accepté sans hésiter à l'époque. Il avait probablement tout oublié. Mais quoi d'autre? Nos comptes bancaires étaient joints. Nos fonds de retraite étaient partagés. J'avais ma pension d'enseignante, mais ce n'était pas grand-chose. Le plan d'épargne retraite de Robert était substantiel et j'avais droit à la moitié la France, appliquant un régime de communauté de biens. Mais l'héritage, ça allait être compliqué. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des recherches. Droit de la famille français, règles de succession, partage des biens. La lumière bleue de l'écran illuminait mon visage alors que je lisais page après page. Les héritages reçus pendant le mariage sont généralement des biens propres, ce qui signifie que Robert pourrait avoir le droit légal de le garder à moins qu'il n'ait été mélangé aux biens de la communauté, à moins qu'il n'ait commis certaines erreurs dans sa gestion, mais je ne connaissais même pas encore les détails. De combien d'argent parlions-nous? Où était-il? Sur quel compte Robert l'avait-il déjà déplacé quelque part? Ma poitrine s'est serrée de peur. Et si je me retrouvais vraiment sans rien? J'avais 67 ans. J'avais quelques économies, ma pension et une maison. Mais pouvais-je survivre avec ça, et la santé, et l'avenir? Non, je ne pouvais pas penser comme ça. La peur était exactement ce que Robert voulait. La peur me ferait accepter les miettes qu'il m'offrirait. J'ai pensé au visage suffisant de Vanessa, aux yeux froids de Robert à ce texto. Tu n'as contribué à rien. Quelque chose s'est durci en moi. Une détermination que je n'avais pas ressentie depuis des années, peut-être des décennies. Jessica m'a trouvée à sa table de cuisine à 6 heures du matin, entourée d'articles imprimés et de notes manuscrites. Maman, as-tu dormi? J'ai besoin d'un avocat, Jess. Un bon, le meilleur avocat en divorce de Lyon. Assise en face de moi, me tendant une tasse de café. D'accord, je connais quelqu'un. Maître Rebecca Lefebvre. Elle s'est occupée du divorce de mon amie Amanda l'année dernière. Elle est coriace. Vraiment coriace. Bien. J'ai siroté le café, sentant sa chaleur se répandre en moi. J'ai besoin de quelqu'un de coriace. Qu'est-ce que tu prévois? J'ai regardé ma fille, cette femme forte que j'avais élevée. Ton père pense qu'il peut me jeter comme une ordure après 42 ans. Il pense que son héritage le rend intouchable. Il pense que je suis faible. Et tu n'en es pas faible, maman. Tu n'as jamais été faible. Il est sur le point de découvrir à quel point je ne suis pas faible. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire une liste. D'abord, je dois tout documenter, chaque bien, chaque compte, chaque propriété. Deuxièmement, je dois sécuriser ce qui est à moi, la maison, mes comptes personnels. Troisièmement, je dois découvrir exactement ce que l'oncle Laurent lui a laissé et comment Robert le gère. Jessica a tendu la main sur la table et a serré la mienne. Qu'est-ce que je peux faire? Aide-moi à me souvenir, toi et ton frère. J'ai besoin que vous m'aidiez tous les deux à documenter notre histoire familiale. Chaque contribution que j'ai faite, chaque sacrifice, chaque fois que j'ai soutenu la carrière, les études ou les entreprises de Robert, tout. Au cours des jours suivants, j'ai agi méthodiquement. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et transféré ma part de nos économies communes, exactement la moitié.
J'ai changé le virement automatique de ma pension. J'ai rassemblé des documents, déclarations d'impôts papier, d'hypothèque, police, d'assurance, photographie, email. J'ai trouvé le cabinet de Maître Lefebvre en centre-ville, un immeuble de verre élégant qui me rendait nerveuse. Mais quand j'ai rencontré Rebecca, une femme d'une quarantaine d'années, aux yeux perçants et aux mèches argentées dans ses cheveux noirs, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines, de l'espoir. Madame Dubois, a-t-elle dit, après que je lui ai tout raconté, votre mari a commis plusieurs erreurs critiques et je vais m'assurer qu'il paie pour chacune d'entre elles. Maître Lefebvre n'a pas perdu de temps. Moins de 48 heures après notre première rencontre, elle avait déposé une réponse à la requête en divorce de Robert et lui avait envoyé une demande détaillée de divulgation financière, chaque compte, chaque bien, chaque centime de l'héritage de l'oncle Laurent. Il a 30 jours pour se conformer, a expliqué Rebecca, assise en face de moi dans son bureau. Mais je parie qu'il ne sera pas honnête. Les hommes comme votre mari ne le sont jamais quand ils pensent avoir toutes les cartes en main. Que se passe-t-il s'il ment? Son sourire était acéré comme une lame de rasoir. Alors nous le démasquons. Et les juges n'aiment pas les menteurs, Madame Dubois. Ils n'aiment surtout pas les menteurs qui tentent de cacher des actifs lors d'une procédure de divorce. J'avais aussi engagé un détective privé. Il s'appelait Mark Weber, un ancien détective de police spécialisé dans les affaires matrimoniales. Je n'aurais jamais pensé être le genre de femme à engager un détective privé. Mais me voilà assise dans son modeste bureau à regarder des photos de mon mari et de Vanessa. Mal de son pas discret, a dit Marc en faisant glisser un dossier sur son bureau. Restaurant, hotels, viré shopping. Il dépense de l'argent comme de l'eau. Les photos faisaient plus mal que je ne l'aurais cru. Le bras de Robert autour de la taille de Vanessa. Robert riant à quelque chose qu'elle disait. Robert la regardant comme il me regardait des décennies plus tôt. D'où vient l'argent? Ai-je demandé, me forçant à me concentrer. C'est la partie intéressante. Marc a sorti des relevés bancaires. Il a ouvert un nouveau compte 2 semaines après la mort de son oncle. Une banque privée, pas celle que vous partagiez. Il y a injecté de l'argent de l'héritage. C'est ce que nous devons prouver. Mais regardez ça. Il a pointé une série de transactions. Gros achat, une nouvelle voiture, 60 000 euros. Des bijoux. Il a acheté à Vanessa un bracelet en diamant qui a coûté 15 000 euros. Mon estomac s'est noué. Pouvons-nous utiliser ça? Absolument. En France, tout ce qu'il dépense après la date de séparation est considéré comme une dissipation d'actifs de la communauté, s'il ne s'agit pas de dépenses légitimes. Emmener sa maîtresse faire du shopping, c'est un cas d'école. Robert, pendant ce temps, devenait nerveux. Je pouvais le deviner d'après les messages que Jessica me rapportait. Il l'avait appelé, essayant d'avoir l'air décontracté, demandant où je logeais, ce que je prévoyais. Je lui ai dit que tu étais avec une amie, a dit Jessica, et que tu avais engagé un avocat. Comment a-t-il réagi? Il a ri. Il a dit que tu ne pouvais pas te payer un bon avocat et que tu reviendrais en rampant quand tu réaliserais que tu n'avais aucune option. Le visage de Jessica s'est assombri. Maman, j'ai eu envie de... Ne le laisse pas penser qu'il gagne. Les gens arrogants font des erreurs. Et Roberta a fait des erreurs, de grosses erreurs. La première est survenue 2 semaines plus tard,
lorsque Rebecca a reçu sa déclaration financière. Elle était incomplète, manifestement. Il avait listé la maison comme son bien, malgré que mon nom soit sur l'acte. Il avait sous-évalué son plan d'épargne retraite et l'héritage de l'oncle Laurent. Il l'avait déclaré comme bien propre, non sujet à division, et avait indiqué le montant de 2,3 millions d'euros. Les sourcils de Rebecca se sont haussés en lisant. 2-3 millions, intéressant. C'est beaucoup d'argent. Mais voici ce qui est intéressant. Il prétend que c'est un bien propre, mais regardez ça. Elle m'a montré un autre document. Il a déposé l'héritage sur ce nouveau compte que Marc a trouvé. Mais ensuite, il a transféré 500 000 euros sur votre compte joint, celui auquel vous aviez tous les deux accès, avant de les retirer 3 jours plus tard. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a mélangé les fonds. Au moment où il a mélangé l'argent hérité avec des biens matrimoniaux, même temporairement, il en a fait un bien de la communauté, au moins en partie. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Pas encore de l'espoir, mais une possibilité. La véritable percée est venue une semaine plus tard. Marc m'a appelé l'excitation claire dans sa voix. Madame Dubois, vous devez venir à mon bureau maintenant. Quand je suis arrivée, son ordinateur était ouvert sur une page de réseau social, le compte Instagram de Vanessa. Regardez les publications du mois dernier. J'ai fait défiler. Des photos de dîner coûteux, un sac de shopping Cartier, elle portant le bracelet en diamant. Et puis mon souffle s'est coupé. Une photo de Vanessa et Robert, prise dans notre salon. Mon salon. Dans ma maison, postée il y a 3 jours. La légende disait «Nouveau départ dans notre belle maison. Hashtag béni. Hashtag vivre ma vie à fond». Elle vit dans ma maison. Ma voix est sortie étranglée. Depuis le lendemain de votre départ, selon les métadonnées de ces photos. Chacun fait défiler plus loin. Et regardez celle-ci. C'était une photo de la main de Vanessa montrant une énorme bague de fiançailles. La légende: il a enfin fait de moi la femme la plus heureuse du monde. Hâte de commencer notre pour toujours. Posté hier. Robert lui avait fait sa demande dans ma maison avec de l'argent qui pourrait légalement être en partie à moi alors que nous étions encore mariés. Les yeux de Rebecca ont brillé quand je lui ai montré. Oh, c'est parfait. C'est absolument parfait. In Kempurve, il bisogna penser à une autre femme. Madame Dubois, dit calmement Rebecca, votre mari vient de nous donner tout ce dont nous avons besoin. Preuve d'adultère, preuve qu'il dissipe les biens de la communauté, preuve qu'il a emménagé sa maîtresse dans le domicile conjugal. Et cette bague, si elle a coûté ce que je pense, c'est probablement encore 50 000 euros de fonds communautaires dépensés pour sa liaison. Le Darial a commencé à taper sur son ordinateur. Nous déposons une requête en référé. Je vais demander au juge d'expulser Robert et Vanessa de votre maison immédiatement et de geler tous ses comptes jusqu'à ce que nous déterminions à qui appartient l'argent. Mes mains tremblaient. Est-ce que ça va marcher?
Regardez-moi, Madame Dubois. La voix de Rebecca était ferme. Vous avez été payante. Vous avez été méthodique. Vous avez rassemblé des preuves. Maintenant, nous frappons fort. Pour la première fois depuis ce texto, j'ai souri. Vraiment souri. Robert était sur le point d'apprendre que je n'allais nulle part, et ma maison non plus. L'audience en référé était prévue pour jeudi matin à 9 heures. Je portais mon tailleur bleu marine, celui que je mettais pour les réunions parents-professeurs, quand j'avais besoin de projeter de l'autorité. Rebecca m'avait coaché. Parlez clairement, restez calme, ne répondez qu'à ce qu'on vous demande. Patricia Morin était une femme d'une cinquantaine d'années, avec des cheveux gris acier et une expression qui suggérait qu'elle avait entendu tous les mensonges imaginables. Elle a examiné notre requête, puis la réponse hâtivement déposée par Robert, son visage devenant de plus en plus sévère. Robert était assis de l'autre côté de la salle d'audience, avec son avocat, un jeune homme nerveux qui n'arrêtait pas d'ajuster sa cravate. Robert lui-même avait l'air confiant, presque ennuyé. Il pensait clairement que c'était une formalité qu'il allait gagner. Monsieur Dubois, dit la juge Morin, sa voix tranchant dans la salle. Vous avez emménagé votre fiancé dans le domicile conjugal alors qu'une procédure de divorce était en cours. L'avocat de Robert se leva. Madame la juge, mon client pensait avoir le droit d'occuper la maison car la maison est titrée uniquement au nom de Madame Dubois. Est-ce exact? Une pause. Oui, Madame la juge, mais... Et vous avez posté des photos sur les réseaux sociaux depuis l'intérieur de cette maison, Monsieur Dubois, vous et votre fiancé. J'ai vu la confiance de Robert se fissurer légèrement. L'audience a duré 1 heure. Rebecca a présenté les publications. Instagram, les relevés bancaires montrant les fonds mélangés, les reçus pour les bijoux et les voitures achetées pour Vanessa. Elle était chirurgicale dans sa présentation, et j'ai vu l'expression de la juge Morin s'assombrir à chaque nouvelle preuve. Quand elle a rendu sa décision, sa voix était glaciale. Monsieur Dubois, vous avez 48 heures pour quitter vous et mademoiselle Vanessa Cooper, la maison de madame Dubois. Tous vos comptes contenant des fonds pouvant provenir de l'héritage sont par la présente gelés en attendant une expertise financière complète. Il vous est interdit de faire des achats de plus de 500 euros sans l'approbation du tribunal. Madame Dubois se voit attribuer une pension alimentaire provisoire de 4 000 euros par mois. Le tribunal se réunira à nouveau dans 30 jours pour une audience complète sur le partage des biens. Cadé. Le marteau est tombé. Le visage de Robert est devenu violet. Il a commencé à se lever, mais son avocat l'a rattrapé, lui chuchotant de manière urgente. Je suis sortie de cette salle d'audience avec Rebecca, mes jambes étonnamment stables, malgré l'adrénaline qui parcourait mes veines. On a gagné, ai-je dit, n'y croyant pas tout à fait. On a gagné le premier round, a corrigé Rebecca. Maintenant vient la partie difficile. Il va riposter. Elle avait raison. Ce soir-là, mon téléphone a explosé de messages. D'abord de Robert. Tu vas le regretter. Je vais te détruire. Tu n'auras rien. Puis de numéros que je ne reconnaissais pas, des textos m'insultant, m'accusant d'être une croqueuse de diamants, de voler ce qui revenait de droit à Robert. Jessica m'a appelée paniquée. Maman, papa est venu à mon travail. Il hurlait sur le parking que tu avais manipulé le juge, que tu essayais de voler son argent. La sécurité a dû l'escorter.
Mon fils David a appelé ensuite. Maman, qu'est-ce qui se passe? Papa m'a appelé en disant que tu essayais de le détruire, que tu étais devenu quelqu'un qu'il ne reconnaît pas. Il est complètement hors de lui. Assise dans la chambre d'amis de Jessica, le téléphone à la main, je sentais les murs se refermer sur moi. C'était la laideur que j'avais redoutée, la guerre, le poison. Puis la sonnette a retenti. J'ai entendu des voix en bas, la voix de Jessica forte et en colère. Vous devez partir maintenant. Je suis allée vers les escaliers et j'ai regardé en bas. Robert et Vanessa se tenaient dans l'entrée de Jessica. Le visage de Robert était rouge, ses yeux sauvages. Vanessa s'accrochait à son bras, son expression un mélange de peur et de fureur. Maggie, a crié Robert en me voyant. Descends, on doit parler. Le tribunal t'a donné 48 heures, ai-je dit doucement. Tu dois quitter la maison de ma fille. Simotien de Faille. Il a ri amèrement. Si quitte ma fille aussi. Et tu l'as monté contre moi. Tu as monté tout le monde contre moi. Vanessa a pris la parole, sa voix stridente. Vous n'êtes qu'une vieille femme aigrie qui ne supporte pas de le voir heureux. Cet argent est à lui. Son oncle le lui a laissé pas à vous. Cet argent a été mélangé avec les biens de la communauté, ai-je dit surprise de la fermeté de ma voix. Le juge a été d'accord. Le juge a eu tort. Robert a commencé à monter les escaliers, mais Jessica s'est mise devant lui. Papa, arrête. Tu dois partir. Puis quoi dit c'est quoi? Il a regardé sa fille avec un tel mépris que ça m'a brisé le cœur. Tu vas appeler les flics contre ton propre père. Oui, a dit simplement Jessica. Je le ferai. Quelque chose dans son ton l'a atteint. Il s'est arrêté, respirant fort. Ce n'est pas fini, Maggie, a-t-il dit, sa voix baissant à un ton dangereux. Tu crois que tu as gagné? Tu n'as pas gagné. Je m'assurerai que tu perdes tout. La maison, l'argent, ta réputation. Je dirai à tout le monde quelle manipulatrice, quelle... Papa! La voix de Jessica a claqué comme un fouet. Job fort. Vanessa a tiré sur le bras de Robert. Viens, chérie. Elle n'en vaut pas la peine. Laisse-la avoir sa petite victoire. On sait tous les deux comment ça se termine. Ils sont partis, mais la menace flottait dans l'air comme de la fumée. Je suis restée chez Jessica pendant 3 jours de plus, quittant à peine la chambre d'amis. Je me sentais épuisée, vidée. La confrontation m'avait plus affectée que je ne voulais l'admettre. Mais le 4e jour, je me suis réveillée différente, plus claire, plus forte. Robert avait montré son jeu. Il était désespéré, en colère, effrayé, et les gens désespérés font des erreurs. Je devais juste être prête à les attraper. L'appel est arrivé un mardi après-midi. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussée à décrocher. Maggie, c'est Sylvie, la sœur de Robert. Nous étions toujours bien entendus, du moins c'est ce que je pensais. Sylvie, bonjour. Écoute, j'ai entendu ce qui se passe entre toi et Robert. Sa voix était soigneusement neutre. Je me demandais si on pouvait se voir pour un café, juste pour parler. Mon instinct s'est méfié, mais j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café près de son bureau, dans le centre de Lyon. Sylvie avait l'air fatiguée, mal à l'aise. Elle nous a commandé 2 cafés au lait
et s'est assise en face de moi, remuant sa boisson un long moment avant de parler. Robert m'a demandé de te parler, a-t-elle finalement admis. Il est, il est dans un sale état, Maggie. Il ne dort plus. Il a perdu du poids. Toute cette histoire le détruit. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Il veut te faire une offre, un arrangement. Tu abandonnes les poursuites, tu acceptes les termes du divorce qu'il avait proposé au départ, et il te donnera 300 000 euros en liquide, sans condition. 300 000 euros, une fortune pour moi il y a quelques mois. Assez pour acheter un petit appartement, vivre confortablement pendant des années. Et qu'est-ce qu'il sait qu'il obtient en échange? Ai-je demandé doucement. Sylvie a baissé les yeux sur sa tasse. Il garde l'héritage, la maison. Enfin, tu la lui céderais. Il la vendrait et te donnerait ta part qui ferait partie des 300 000 euros. Donc je n'aurai rien de la maison que je possède depuis 23 ans. Maggie, la maison vaut peut-être 400 000 euros. Il t'offre presque autant en liquide. Et en plus, tu éviterais les frais d'avocat, le stress d'un procès. Sylvie, j'ai gardé ma voix calme. Robert a-t-il dit qu'il a emménagé sa maîtresse dans ma maison le lendemain de mon départ, qu'il a dépensé probablement 100 000 euros pour elle le mois dernier, qu'il l'a demandée en mariage, alors que nous sommes encore mariés. Elle a tressailli. Il a dit que tu déformerais les choses, que tu le ferais passer pour le méchant. Je ne déforme rien. Tout est documenté. Photos, relevés bancaires, témoignages au tribunal. Les mains de Sylvie se sont resserrées sur sa tasse. C'est quand même mon frère Maggie. Je sais, et je suis désolée que tu sois au milieu de ça, mais la réponse est non. 300 000 euros, Maggie. C'est plus que ce que tu obtiendrais en te battant au tribunal. L'héritage est son bien propre. N'importe quel avocat te le dira. Tu pourrais repartir avec rien. Alors je repartirai avec rien, ai-je dit simplement. Mais je ne me laisserai pas acheter et je ne récompenserai pas sa cruauté. Sylvie est partie, l'air défait. Je suis restée assise un moment, fixant mon café tiède, me demandant si j'étais stupide têtue. 300 000 euros, c'était de l'argent réel. Mais il ne s'agissait pas de l'argent. Pas vraiment. Il s'agissait du fait que Robert pensait pouvoir me jeter comme un déchet sans en subir les conséquences. Ce soir-là, je suis allée à ma première réunion de groupe de soutien. Jessica me l'avait suggéré. Un groupe pour les femmes en instance de divorce se réunissant dans un centre communautaire de l'autre côté de la ville. Je suis entrée gênée, m'attendant à être jugée ou plainte. Au lieu de cela, j'ai trouvé 8 autres femmes de 30 à 70 ans assises en cercle avec du café et des biscuits. L'animatrice, une femme nommée Dr Sarah Moreau, m'a accueillie chaleureusement. Nous sommes heureux que vous soyez là, Maggie. Aucune pression pour partager, mais si vous le souhaitez, c'est un espace sûr. J'ai d'abord écouté les autres. Jen, dont le mari avait vidé leur compte en banque et déménagé au Mexique. Patricia, dont l'ex avait monté leurs enfants contre elle. Carol, qui avait découvert la deuxième famille de son mari dans une autre région. Quand mon tour est venu, j'ai raconté mon histoire. Les mots sont sortis plus facilement que prévu. Et quand j'ai fini, personne ne m'a regardé avec pitié. Tu fais ce qu'il faut, a dit fermement Carol. Elle avait 72 ans divorcée depuis 3 ans. Te défendre. Tant d'entre nous ne l'ont pas fait. On a juste accepté les miettes qu'il nous offrait. Mon ex a essayé la même chose.
a ajouté Jen, a proposé un arrangement qui était une fraction de ce qui m'était dû. J'ai failli accepter parce que j'avais peur, mais mon avocate m'en a dissuadée et je suis si contente qu'elle l'ait fait. Au cours des semaines suivantes, ce groupe est devenu mon ancre. Je les rencontrais tous les jeudis soirs. Nous partagions des stratégies, recommandions des avocats. Nous mettions en garde contre les tactiques de manipulation émotionnelle de nos ex. Grâce à elle, j'ai aussi trouvé d'autres soutiens. Carole m'a présenté à son groupe paroissial, et même si je n'étais pas particulièrement religieuse, ils m'ont accueillie. Ils m'ont aidé à déménager mes affaires d'un garde-meuble à un petit appartement de location que j'avais trouvé un 2 pièces propre et lumineux avec vue sur un parc. David, mon fils, est venu me voir. Il avait été distant depuis la séparation, pris entre la loyauté envers ses 2 parents, mais il s'est assis dans mon nouveau salon et a écouté pendant que je lui montrais tout. Les relevés bancaires, les photos, les documents du tribunal. Papa m'a dit que tu exagérais, a-t-il dit doucement, que tu le faisais passer pour pire qu'il n'est. Je ne t'ai jamais menti, David. Je sais, maman. Je le sais maintenant. Il s'est frotté le visage. Je, je ne voulais pas croire que papa pouvait faire ça. Nous nous sommes serrés dans les bras et j'ai senti une autre partie de mes fondations se solidifier. Rebecca a appelé avec des nouvelles. Robert avait quitté la maison, mais déposé des requêtes pour contester presque tout. La bataille juridique serait longue. Êtes-vous sûr de vouloir continuer à vous battre a-t-elle demandé. Je dois vous le dire, il pourrait faire traîner ça pendant 1 an ou plus. Je suis sûre, ai-je dit, et je le pensais, parce que j'avais quelque chose maintenant que je n'avais pas avant, une communauté du soutien des gens qui croyaient en moi. Et je n'étais plus seule. Ils sont venus un samedi matin sans prévenir. J'étais dans mon nouvel appartement, en train d'arroser le petit jardin d'herbe que j'avais commencé sur le rebord de la fenêtre quand on a frappé. Fort insistant. À travers le Judas, j'ai vu Robert seul cette fois. Il tenait des fleurs, des œillets de supermarché, le genre qu'il ramenait quand il avait oublié notre anniversaire. Ma main a hésité sur la poignée. Chaque instinct me hurlait de ne pas ouvrir. Mais une autre partie de moi, celle qui avait aimé cet homme pendant 42 ans, se demandait si peut-être, juste peut-être, il était revenu à la raison. J'ai ouvert la porte, mais j'ai laissé la chaîne de sécurité en place. Maggie, sa voix était douce, contrite. S'il te plaît, on peut parler. Juste 5 minutes. Dis ce que tu as à dire de là. Je ne peux pas faire ça à travers une porte entr'ouverte. Ses yeux semblaient rouges, fatigués. S'il te plaît, j'ai beaucoup réfléchi. À nous, à tout. Contre mon meilleur jugement, j'ai décroché la chaîne. Robert est entré et c'est là que j'ai vu Vanessa émerger de la cage d'escalier derrière lui, un petit sourire aux lèvres. Mon estomac s'est noué. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai commencé à fermer la porte, mais Robert l'a retenu. Attends, attends. Il a levé les mains. Vanessa voulait être là. Elle voulait s'excuser aussi. Vanessa est entrée comme si elle était chez elle, ses talons claquant sur mon sol stratifié. Elle portait un jean de marque et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que mon loyer mensuel. Madame Dubois, a-t-elle dit sa voix mielleuse, je veux que vous sachiez que je suis terriblement désolée pour tout ça, pour la façon dont les choses se sont passées. J'ai croisé les bras, j'ai croisé les bras. Allez droit au but, Robert.
Il a posé les fleurs sur mon petit comptoir de cuisine. J'ai parlé avec Vanessa et nous sommes d'accord. Cette guerre entre nous est inutile. Elle coûte à tout le monde. Les avocats nous saignent à blanc. Les batailles judiciaires sont épuisantes. Et pourquoi? Dis-le-moi. C'est toi qui as exigé que je parte. J'étais en colère, a-t-il dit. Je venais d'hériter de cet argent et j'avais l'impression que c'était enfin mon tour, tu sais, mon tour, d'avoir quelque chose qui n'appartenait qu'à moi. Vanessa s'est rapprochée de lui, passant son bras sous le sien, un front uni. Mais nous avons réalisé, a-t-elle poursuivi, que se battre ne rendra personne heureux. Alors nous voulons proposer quelque chose, un compromis. Ça y est, je sentais le piège se refermer. Robert a sorti son téléphone me montrant un document. Nous avons rédigé un nouvel accord. Tu gardes la maison. Nous te la cédons sans charge. Tu obtiens 400 000 euros de la vente de mon plan d'épargne retraite et nous payons tes frais de justice jusqu'à aujourd'hui. C'est généreux, a ajouté Vanessa, comme si j'avais demandé son avis. Et en échange, ai-je demandé, vous abandonnez toute réclamation sur l'héritage. Vous acceptez que ce soit mon bien propre, ce qui est légalement le cas, et... Robert a fait une pause. Tu acceptes de ne pas contester le divorce, ni de faire d'autres allégations sur la dissipation d'actifs ou l'adultère. En gros, vous voulez que je me taise et que je m'en aille. Nous voulons que tout le monde aille de l'avant, a dit Vanessa, sa voix prenant un ton plus dur. Robert et moi allons nous marier, Madame Dubois. Nous commençons une vie ensemble. Cette rancune que vous affichez, ce n'est pas séduisant. Ça ne le fera pas revenir. Quelque chose de froid s'est installé dans ma poitrine. Qu'il revienne. Le vieux sourire de Vanessa a vacillé. Robert a bougé mal à l'aise. Alors qu'est-ce que tu veux? A-t-il exigé, la frustration perçant à travers son jeu de mari concerné. De quoi s'agit-il, Maggie? De la vengeance, me faire souffrir parce que je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Tu n'es pas tombé amoureux, Robert. Tu as eu une liaison. Pendant que je m'occupais de ta mère, dans ces derniers mois, tu couchais avec une femme assez jeune pour être ta fille. Et puis tu as hérité de l'argent et tu as décidé que j'avais rempli mon rôle. Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'opportunisme. Le masque de Vanessa s'est complètement fissuré. Vous savez quel est votre problème. Vous êtes aigri. Vous êtes une vieille femme aigrie qui ne supporte pas que Robert ait enfin trouvé le bonheur. Cet argent est à lui. Le tribunal finira par lui donner raison et vous vous retrouverez avec rien d'autre que des dettes. Nous essayons de vous aider. M'aider. J'ai ri, mais sans humour. En m'offrant moins de la moitié de ce à quoi j'ai légalement droit. En me demandant de renoncer à mes droits et de prétendre que vous n'avez pas commis d'adultère. Le visage de Robert s'est durci. Le masque était tombé. Tu fais une erreur, Maggie. Cette offre ne se représentera pas. Tant mieux. Je n'en veux pas. Espèce de têtu. Il s'est repris la mâchoire serrée. Très bien. Très bien. On a essayé d'être raisonnable, mais tu veux jouer les durs. On va jouer les durs. Vanessa s'est avancée les yeux froids. Yévé, vous allez gagner. Le testament de l'oncle de Robert est en béton. Cet argent est son héritage, pas un bien de la communauté.
Et chaque euro que vous dépensez à vous battre au tribunal est un euro que vous n'aurez pas quand vous perdrez. Nous avons des ressources que vous ne pouvez pas imaginer, a ajouté Robert. Je peux faire durer ce procès pendant des années, vous noyer sous les frais de justice, faire de votre vie un enfer. C'est ça que vous voulez. Mon cœur battait la chamade, mais j'ai gardé ma voix égale. Ce que je veux, c'est que vous quittiez tous les deux mon appartement maintenant. Vous allez le regretter, a sifflé Vanessa. Quand vous vivrez seul dans un studio miteux sans un sou, vous regretterez de ne pas avoir accepté cet accord. Dehors maintenant, ou j'appelle la police. Robert a attrapé le bras de Vanessa, la tirant vers la porte. Sur le seuil, il s'est retourné. J'ai essayé, Maggie. Souviens-toi de ça. J'ai essayé de te faciliter les choses. La porte a claqué derrière eux. Je suis restée là tremblante. Mes jambes semblaient faibles. J'ai réussi à atteindre le canapé et je me suis assise, m'enlaçant de mes bras. Ils avaient raison sur un point. Ça pouvait durer des années. Robert avait des ressources et j'épuisais mes économies pour payer les honoraires de Rebecca. Et si je perdais? Et si le juge décidait que l'héritage était entièrement à lui et que je me retrouvais avec rien d'autre que des dettes? La peur m'a serré la gorge comme une main. Mais ensuite, j'ai pensé au visage de Vanessa, à sa supériorité suffisante, à sa certitude que j'allais craquer. J'ai pensé aux menaces de Robert, à ses tentatives de m'intimider, de me faire sentir petite et impuissante. Et la peur s'est transformée en autre chose, de plus dur, de plus froid. Ils voulaient que j'aie peur. Ils avaient besoin que j'aie peur parce que la peur me ferait abandonner. Mais je n'étais plus cette femme. Je n'étais plus la femme qui pliait les chemises de Robert, ravalait sa fierté et acceptait les miettes d'affection qu'il lui jetait. J'ai sorti mon téléphone et j'ai appelé Rebecca. Ils sont venus à mon appartement, ai-je dit quand elle a répondu. Robert et Vanessa. Ils ont essayé de me forcer à accepter un arrangement. L'avez-vous enregistré? Je n'y avais même pas pensé. Non. La prochaine fois, enregistrez. Mais dites-moi tout ce qu'ils ont dit. Je l'ai fait. Chaque mot, chaque menace, chaque manipulation. Quand j'ai eu fini, Rebecca est restée silencieuse un moment. Puis, ils ont peur, Maggie. Vraiment peur. Les gens ne font pas de telles menaces, à moins d'être désespérés. Alors qu'est-ce qu'on fait? On continue à pousser et on se prépare à la guerre. J'ai regardé autour de mon petit appartement, mon humble et tranquille refuge. Je suis prête, ai-je dit, et je le pensais. L'audience finale était fixée à un mardi de fin mars, 6 mois, après que Robert m'ait envoyé ce texto exigeant mon départ. J'avais à peine dormi la nuit précédente, mais je n'étais pas nerveuse. J'étais passée au-delà de la nervosité pour atteindre autre chose, une certitude calme d'avoir fait tout ce que je pouvais. Le reste dépendait du juge. Rebecca m'a retrouvée devant le palais de justice, sa mallette lourde de documents. Prête, prête. La salle d'audience de la juge Morin était bondée. Robert était assis avec son avocat. Il avait engagé un avocat plus cher, un homme élégant nommé Gregory Hartman, spécialisé dans la protection des actifs de clients fortunés. Vanessa était assise dans le public, derrière Robert portant une robe sobre et peu de bijoux, jouant le rôle de la victime innocente. Mes enfants étaient là aussi. Jessica était assise juste derrière moi, sa main reposant sur mon épaule en signe de soutien. David était assis à côté d'elle, la mâchoire serrée. Ils avaient tous les deux accepté de témoigner si nécessaire.
La juge Morin est entrée, son expression illisible. Nous nous sommes assis et l'audience a commencé. Rebecca a pris la parole en premier. Elle a présenté méthodiquement notre cas. La chronologie de l'héritage, la preuve de la confusion des patrimoines, lorsque Robert a déposé de l'argent sur notre compte joint, les relevés bancaires montrant des dépenses massives pour Vanessa, bijoux, voitures, voyages à Las Vegas, vêtements de marque. Elle a présenté les publications Instagram. Vanessa exhibant le bracelet en diamant, la bague de fiançailles, sa nouvelle maison, ma maison. Elle a présenté les reçus d'achat chacun datés pendant notre mariage, pendant la séparation, avant que le divorce ne soit finalisé. Madame la juge, a dit Rebecca, Monsieur Dubois a reçu un héritage de 2-3 millions d'euros. En 6 semaines, il a dépensé ou déplacé plus de 600 000 euros de cet argent. Il prétend que c'est son bien propre, mais il l'a mélangé avec des fonds matrimoniaux. Il a dépensé des biens de la communauté pour sa maîtresse et a commis une dissipation d'actifs à grande échelle. Gregory Hartman s'est levé. Madame la juge, Madame Dubois, est simplement aigrie par la fin de leur mariage. L'héritage était clairement un bien propre en vertu du droit français. L'oncle de M. Dubois a laissé l'argent à lui et à lui seul. Ce qu'il a choisi de faire avec son propre argent ne regarde que lui. C'est devenu un bien de la communauté au moment où il l'a déposé sur un compte joint, a contré Rebecca. Et même si nous acceptons que l'héritage de base était propre, les dépenses pour mademoiselle Cooper provenaient de fonds mélangés. Monsieur Dubois a également emménagé sa maîtresse dans le domicile conjugal, une maison titrée uniquement au nom de Madame Dubois, sans permission. La juge Morin a regardé Robert. Ce n'est, Monsieur Dubois, est-il vrai que vous avez emménagé Mademoiselle Cooper dans la maison de votre femme sans son consentement? Robert s'est levé. Il avait été coaché, je pouvais le voir. Sa voix était mesurée, pleine de regret. Madame la juge, j'avais l'impression d'avoir un droit sur la maison. C'était notre résidence conjugale depuis plus de 20 ans. Je n'avais pas réalisé. L'acte de propriété est au nom de votre femme seule depuis 2003, a interrompu la juge Morin. Me dites-vous Me dites-vous que vous n'étiez pas au courant? Une pause. Trop longue. J'avais oublié. Vous avez oublié à qui appartenait votre maison. Grégory est intervenu. Madame la juge, mon client était en détresse émotionnelle suite au décès de son oncle et à la dissolution de son mariage. Parlons de la chronologie, a dit Rebecca. L'oncle de M. Dubois est décédé le 15 octobre. M. Dubois a envoyé le texto demandant à sa femme de partir le 29 octobre, exactement 2 semaines plus tard. Il a demandé le divorce le 2 novembre. Il a emménagé Mademoiselle Cooper dans la maison le 5 novembre. Ce n'était pas du chagrin, Madame la juge. C'était calculé. Ce n'est pas vrai. La voix de Vanessa a retenti depuis le public. Tout le monde s'est retourné. Les yeux de la juge Morin se sont plissés. Mademoiselle Cooper, vous n'êtes pas partie à cette procédure. Vous resterez silencieuse ou vous serez expulsée de ma salle d'audience. Le visage de Vanessa est devenu rouge, mais elle s'est assise. Rebecca m'a ensuite appelée à la barre. J'ai marché jusqu'à la barre des témoins, j'ai prêté serment et je me suis assise. Elle m'a interrogée sur notre mariage, sur mes contributions. Travailler à plein temps pendant que Robert faisait son école de commerce, gérer les finances du ménage, m'occuper de sa mère malade.
Elle m'a interrogée sur le transfert de propriété en 2003 et j'ai expliqué clairement pourquoi nous l'avions fait. Et quand avez-vous appris pour la première fois la relation de votre mari avec mademoiselle Cooper? A demandé Rebecca. Le jour où il m'a dit de partir. Elle est entrée dans notre maison avec lui. Comment vous êtes-vous? Êtes-vous senti? Grégory a objecté. Pertinence. Cela touche à l'abus émotionnel et à la manipulation que madame Dubois a subi, ce qui est pertinent pour la prestation compensatoire. A contré Rebecca. J'autorise, a dit la juge Morin. J'ai regardé Robert droit dans les yeux. J'ai eu l'impression que 42 ans de ma vie avaient été un mensonge, que je n'avais été rien de plus qu'une commodité pour lui, et qu'une fois qu'il a eu de l'argent, j'étais jetable. Robert a détourné le regard. Grégory m'a contre-interrogé, essayant de me peindre comme une femme vengeresse, quelqu'un qui essayait de voler l'héritage de Robert par dépit. Mais je suis restée calme. J'ai répondu à chaque question honnêtement, sans émotion. Madame Dubois, n'est-il pas vrai que vous êtes simplement en colère que votre mari ait trouvé le bonheur avec quelqu'un d'autre? Non, ai-je dit doucement. Je suis en colère qu'il ait commis un adultère, dépensé des biens matrimoniaux pour sa maîtresse et essayé de voler ma maison. Puis vint le témoignage de Robert. Grégory lui a fait raconter sa version, comment le mariage était sans amour depuis des années, comment il était tombé amoureux de Vanessa, comment l'héritage était légitimement le sien. Mais le contre-interrogatoire de Rebecca a été dévastateur. Monsieur Dubois, vous avez témoigné que le mariage était sans amour. Pourtant, vous avez pris des vacances avec votre femme à Hawaï, juste 6 mois avant la mort de votre oncle, n'est-ce pas? Eh bien oui, mais... Et vous avez célébré votre 42e anniversaire avec un dîner dans son restaurant préféré en septembre, n'est-ce pas? Ça ne veut pas dire que... Et dans votre témoignage, vous avez déclaré avoir emménagé mademoiselle Cooper dans le domicile conjugal parce que vous aviez besoin de soutien émotionnel pendant le divorce, mais vous aviez déjà demandé à votre femme de partir. Vous aviez déjà demandé le divorce. N'est-il pas vrai que vous avez emménagé mademoiselle Cooper parce que vous vouliez établir sa résidence? Robert a bafouillé. Je... Non, ce n'est pas... J'étais sous pression. Monsieur Dubois, combien d'argent avez-vous dépensé pour mademoiselle Cooper entre octobre et janvier? Je ne me souviens pas du montant exact. Rebecca a fait glisser un document. Selon ces relevés bancaires que vous avez fournis lors de la communication des pièces, vous avez dépensé 127 000 euros. Est-ce exact? Si c'est ce que les relevés montrent. Oui ou non, monsieur? Oui. Et avez-vous demandé la permission de votre femme avant de dépenser les biens de la communauté pour votre maîtresse? Son visage est devenu rouge. Ce n'est pas ma maîtresse, c'est ma fiancée. Et l'argent était à moi. L'argent était un bien de la communauté que vous avez dépensé somptueusement pour une autre femme, pendant que votre épouse de 42 ans vivait dans un appartement de location. Est-ce une description juste? Grégory a objecté, mais le mal était fait. Robert avait l'air décontenancé, en colère, pris au piège. Vanessa a été appelée à témoigner sur sa connaissance de la situation financière de Robert. Elle était confiante au début, décrivant leur histoire d'amour, comment Robert était malheureux depuis des années, mais sous les questions de Rebecca, elle s'est effondrée. Mademoiselle Cooper, quand monsieur Dubois vous a-t-il parlé pour la première fois de son héritage? Je...
Je ne me souviens pas exactement. Était-ce avant ou après le début de votre relation? Je Nous étions déjà ensemble quand donc il vous en a parlé après. Combien de temps après? Les yeux de Vanessa ont cherché Robert. Peut-être quelques semaines. Rebecca a sorti des impressions de texto. Marc, notre détective privé, les avait obtenus légalement grâce à une assignation des relevés téléphoniques de Robert. Ces messages montrent que vous et Monsieur Dubois discutiez de la santé déclinante de son oncle en septembre, un mois avant sa mort. Vous avez texté: «Une fois que tu auras cet argent, on pourra enfin être ensemble». Vous souvenez-vous d'avoir envoyé ça? Le visage de Vanessa est devenu blanc. Je C'était sorti de son contexte. Oui ou non, mademoiselle Cooper? Oui, mais pas d'autres questions. La salle d'audience était silencieuse. La juge Morin a regardé Robert et Vanessa. Son expression était un mélange de dégoût et de déception. Nous suspendons l'audience jusqu'à demain 9 heures pour les plaidoiries finales et mon jugement, a-t-elle dit. Je suis sortie du palais de justice avec Rebecca, et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression de pouvoir respirer. On les a eus, a dit Rebecca doucement. On les a eus. Je suis arrivée au tribunal tôt le lendemain matin, me sentant étrangement sereine. Jessica et David m'encadraient en entrant. Rebecca était déjà là, révisant ses notes. Quoi qu'il arrive, vous devriez être fière, a-t-elle dit. La juge Morin est entrée précisément à 9 heures. La salle d'audience était bondée. L'affaire avait fait du bruit. J'ai examiné tous les témoignages et toutes les preuves, a commencé la juge Morin. Je suis prête à rendre mon jugement. Mon cœur battait à tout rompre, mais mon visage est resté neutre. Premièrement, concernant les biens propres et les biens de la communauté. Monsieur Dubois a reçu un héritage de 2,3 millions d'euros. En vertu du droit français, les héritages sont généralement des biens propres. Cependant, Monsieur Dubois a déposé ses fonds sur un compte joint détenu par lui et Madame Dubois pendant 3 jours avant de les transférer sur un compte séparé. Elle a regardé Robert par-dessus ses lunettes de lecture. Au moment où ces fonds ont touché un compte de la communauté, il y a eu confusion des patrimoines. Par conséquent, je juge que l'héritage dans son intégralité est un bien de la communauté sujet à une division égale. Le visage de Robert est devenu blême. Grégory lui a chuchoté de manière urgente à l'oreille. Deuxièmement, concernant la dissipation d'actifs. Monsieur Dubois a dépensé 127 000 euros pour sa partenaire extra-conjugale. Cela constitue une dissipation des biens de la communauté. Par conséquent, ce montant sera déduit de sa part et attribué à Madame Dubois. Vanessa s'est levée dans le public, furieuse. Ridicule. Mademoiselle Cooper, asseyez-vous et taisez-vous, ou je vous placerai en état d'outrage à la cour. La voix de la juge Morin était glaciale. Troisièmement, la propriété au 1847 rue des Érables est titrée uniquement au nom de Marguerite Dubois. C'est son bien propre. Monsieur Dubois n'a aucune réclamation à son sujet. Un soulagement m'a envahi. La maison était à moi. Quatrièmement, concernant le partage des autres actifs.
Le plan d'épargne retraite sera divisé à parts égales. Chaque partie reçoit 340 000 euros. Le reste de l'héritage de la communauté après déduction de la dissipation sera également divisé à parts égales. Chaque partie reçoit 1 500 euros. J'ai fait le calcul rapidement. La maison plus 340 000 euros plus 1 500 euros plus les 127 000 euros de dissipation. Robert allait recevoir beaucoup moins que ce à quoi il s'attendait. Cinquièmement, la prestation compensatoire. J'accorde une prestation compensatoire de 3 000 euros par mois jusqu'au décès de Madame Dubois, son remariage ou une nouvelle ordonnance du tribunal. Madame la juge, a commencé Grégory. Je n'ai pas terminé. Sixièmement, les frais d'avocat. Compte tenu de la conduite de Monsieur Dubois, emménageant sa maîtresse dans la maison de Madame Dubois, sans permission, dissipant les biens de la communauté et ne fournissant pas une divulgation complète, je lui ordonne de payer l'intégralité des frais d'avocat de Madame Dubois. Le visage de Rebecca est resté professionnellement neutre, mais j'ai vu la satisfaction dans ses yeux. Enfin, je veux aborder quelque chose qui est devenu clair pendant les témoignages. Monsieur Dubois, vous avez traité votre épouse de 42 ans avec mépris et cruauté. Vous avez mené une liaison, exhibé votre maîtresse et tenté de priver Madame Dubois de son domicile et de sa sécurité financière. Ce tribunal ne voit pas d'un bon œil un tel comportement. Les mains de Robert se sont crispées sur la table. Le divorce est prononcé. Madame Dubois se voit attribuer la résidence conjugale, votre part de tous les comptes et la prestation compensatoire comme indiqué. Monsieur Dubois, vous avez 30 jours pour organiser le transfert des fonds comme ordonné. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Jessica a attrapé ma main. David a mis son bras autour de mes épaules. Rebecca s'est penchée en chuchotant « Félicitations, Maggie. Vous avez totalement gagné. » J'ai regardé de l'autre côté de la salle d'audience vers Robert. Il était assis, fixant la table, le visage cendré. Grégory rangeait rapidement ses affaires. Et Vanessa. Vanessa a regardé Robert avec une fureur pure et est sortie sans un mot. Je l'ai regardé partir, puis j'ai rassemblé mes affaires et je suis sortie la tête haute. Dehors, sous le soleil de printemps, j'ai pris une profonde inspiration. C'était fini. J'avais gagné. Pas seulement au tribunal. J'avais gagné ma dignité, mon respect de moi-même, mon avenir. Et Robert avait perdu tout ce qui comptait. 6 mois plus tard, j'étais assise sur ma terrasse regardant le coucher de soleil sur Lyon, un verre de vin à la main. J'avais repeint la maison, l'avais remplie de plantes et d'art. En décembre, j'avais pris l'avion pour l'Italie seule. 2 semaines glorieuses de pâtes de vin et de liberté. J'avais recommencé à peindre, rejoint un club de lecture, fait du bénévolat à la bibliothèque. Ma relation avec Jessica et David s'était approfondie. J'avais même commencé à fréquenter un professeur à la retraite. Par l'intermédiaire de Sylvie, j'ai appris comment la vie de Robert et Vanessa s'était effondrée. Vanessa l'a quitté quelques semaines après le jugement furieuse de l'argent qu'il avait perdu. Elle est retournée vivre chez ses parents, son Instagram silencieux. Robert vivait seul dans un petit appartement, ayant fait de mauvais investissements qui lui ont coûté 1/3 de son héritage restant. Il avait quitté son emploi après que le scandale ait nui à sa réputation. Nos enfants le tenaient à distance. « Il demande de tes nouvelles », m'a dit Sylvie un jour.
Qu'est-ce que tu lui dis? Que tu t'épanouis. J'avais 68 ans, j'étais divorcée et plus heureuse que je ne l'avais été depuis des décennies. Robert avait ses regrets. J'avais mon avenir et je le vivais magnifiquement. Avec le recul, ce texto ne m'a pas brisé le cœur. Il m'a donné la liberté. Pendant trop d'années, je m'étais faite plus petite, plus silencieuse, plus arrangeante. J'avais accepté des miettes et appelé ça de l'amour. Robert pensait que l'argent achèterait le bonheur. Au lieu de cela, il a acheté la solitude. Parce que le bonheur ne dépend pas de ce que vous avez, mais de qui vous êtes. J'ai appris qu'il n'est jamais trop tard pour se défendre, que la dignité compte plus que le confort. Qu'auriez-vous fait? Auriez-vous accepté l'arrangement facile ou vous seriez-vous battu pour ce que vous méritiez? Si mon histoire a résonné en vous, s'il vous plaît, laissez un commentaire. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Merci de votre écoute. Souvenez-vous, vous n'êtes jamais trop vieux pour vous choisir. Votre valeur n'est pas déterminée par la capacité de quelqu'un d'autre à la voir.